to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Encore une émission sur Jean-Luc Godard, et moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, et je sais que sur cette chaîne, il y a eu pas mal de questionnements autour de ce cinéaste extrêmement important et qui manque beaucoup d'ailleurs. J'aurais bien voulu savoir un peu comment il regarderait le monde aujourd'hui par le prisme de son cinéma. Mais ça, on va parler aussi un peu de ça. Un livre, Jean-Luc Godard, cinéaste de la guerre froide, 3 films sous influence, donc entre 1965 et 1967, c'est-à-dire Pierrot le Fou, Masculin Féminin et La Chinoise. Le livre est édité chez l'Harmattan dans la collection Champs Visuels et il est pensé et écrit par Iris Montmorency, qui est là, donc je montre d'ailleurs le livre, voilà, et qui est bel et bien là pour nous parler donc de cette petite période, de ces 3 films, de cette petite grande période, on va dire ça comme ça. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Je vous en prie. D'emblée, première question, bien évidemment, on se la pose quand on s'aperçoit que le corpus est composé de 3 films d'une certaine période. Et ben, tout simplement, quelles ont été les motivations intellectuelles qui vous ont poussé à questionner cette période-là et pas forcément, comme certaines et certains diraient, la fameuse période militante des années 70. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé mes travaux sur Godard, donc j'étais en master d'histoire. Et il y avait, en fait, la dernière génération de travaux sur le cinéaste était beaucoup concentrée sur, effectivement, la période militante ou les périodes moins connues, finalement, de sa carrière. Et j'avais envie d'aller retravailler des films qui étaient peut-être plus connus du public, comme Pierrot le Fou, mais en essayant d'aller voir des traces de choses qu'on retrouvait peut-être par la suite, mais à un moment où il n'était pas encore militant. En fait, j'aimais bien cette période car je trouve qu'il n'a pas encore pris de choix politique très fort, il est pas encarcé dans un parti, il est dans l'hésitation en fait. Et c'est une période de découverte de beaucoup de choses pour lui. Et je trouve qu'il y a une hésitation qui se sent justement dans ces 3 films, même dans la forme. Ce sont 3 films qui sont très différents par la forme, on en reparlera j'imagine. Mais en fait, chaque année, il y a un nouveau long métrage qui sort, qui aborde des questions qui sont sensiblement les mêmes, mais avec un traitement qui montre quand même qu'il est en train d'explorer et qu'il ne sait pas encore véritablement ce qu'il a à dire sur le sujet. Et donc moi, vraiment, oui, cette question d'hésitation que je voulais montrer, plus que le cinéaste qui sera confirmé par la suite, peut-être plus assis en fait dans ses convictions. Vous appelez ça d'ailleurs, je crois, le temps de tâtonnement. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Ça, je trouve ça très, très, très beau, effectivement, ce temps de tâtonnement. Mais comment vous avez circonscrit cette période sur le plan esthétique et idéologique ? Alors, je trouvais important de commencer avec Pierrot le Fou. C'était d'ailleurs donc un des biographes de Godard, Brody, qui disait que Pierrot le Fou, c'était le dernier des premiers films de Godard. Et c'est vrai qu'il y a cet effet de film somme, en fait, où voilà, il y a toute cette explosion de couleurs, tout un travail autour du collage, etc. Sorte de film bilan au milieu là, de la décennie. Après une période frénétique où il va vraiment enchaîner les tournages. Et il y a ce grand film qui sort, qui va en plus rassembler la critique, alors que, bon, pour ses premiers films, ça n'avait pas toujours été le cas. Là, il va quand même avoir une cohésion dans la réception pour dire que c'est un grand film ou du moins un film avec des propositions esthétiques très fortes. Donc ça, c'était un premier, ça me paraissait important de commencer par lui. Puis pour moi, Pierrot le Fou, c'est vraiment le film de la prise de conscience du Vietnam aussi. Donc c'est pour ça que je trouvais le film important. Et en fait, après, il y a masculin, féminin. La question du Vietnam est toujours là. Le traitement est complètement différent. Là, on est voilà, déjà un film en noir et blanc, un film essai, donc il le qualifiera comme ça, mais un film vraiment plus sociologique. Et après, donc là, j'ai fait un choix aussi d'enlever quelques autres films et d'aller à La Chinoise, car La Chinoise, là, on est toujours avec ces questionnements-là, mais son entourage a changé. Donc, il a accès aussi à des informations et à un milieu auquel il n'avait pas accès. Et donc, on voit que la manière d'aborder ces questions, notamment la question du Vietnam, va être pétrie en fait de ces nouvelles découvertes.
Donc c'était, voilà, je trouve qu'en fait, c'est 3 films qui constituent une étape et en plus, La Chinoise, pour moi, c'est vraiment le film bascule. Après, il y aura Weekend qui est considéré comme son dernier film commercial. Mais voilà, La Chinoise, on entre dans autre chose. En fait, le cinéma de Godard, on sent qu'il est en train de se refermer aussi sur une pensée politique qui est beaucoup plus proche en fait du militantisme. Alors, restons encore un peu sur la cuisine interne. Moi, ça me Oui. passionne, la méthodologie, comment le projet a été constitué. Dans le livre, donc dans ce travail, dans vos travaux, il y a donc des analyses filmiques, il y a l'histoire culturelle, il y a l'histoire sociologique aussi. Et moi, j'aurais bien voulu savoir quels ont été les principaux, les outils méthodologiques que vous avez utilisés pour articuler toutes ces approches-là. D'accord. Alors, déjà, le point de départ, je pense, hein, avant même d'entrer dans les archives, ou même d'entrer dans les films, c'était, l'étude du contexte, historique. Donc le travail sur, la France années 60 et mettre en correspondance cette France des années 60 avec, le monde de la guerre froide. Et ce qui me tenait à cœur particulièrement, et c'est des travaux voilà, qui ont été beaucoup faits hein, sur la guerre froide, c'est de dire que même dans une période qu'on considère comme la détente de la guerre froide, donc qui serait une période justement où les rapports, voilà, il y a plus de communication, les rapports entre les deux blocs se font plus fluides, ça reste un conflit qui est structurant, y compris pour la France, qui n'est pas un pays qui va être directement engagé. Et donc ça, c'était mon premier point de vue. Et il y a un article en particulier qui m'avait frappé et je trouvais ça très intéressant et je le cite dans mon ouvrage. C'est un article d'un journaliste du Monde qui s'appelle Pierre Viançon-Ponté qui, en 67, écrit La France s'ennuie. Et donc cet article, il a été voilà, tristement ironique par la suite, hein, parce que effectivement, il y a eu après tous les bouleversements de 68 en France. Et cette idée de dire que pour les contemporains, il y a une France immobile qui ne bouge pas avec ce gouvernement gaulliste qui ne bouge pas aussi, et qu'en fait, il y a plein de perturbations dans les mœurs et des perturbations aussi idéologiques qui sont liées à ce contexte de guerre froide. Donc ça, on va dire que c'était le premier cadre contextuel qui m'intéressait. Et après, effectivement, il y a eu l'entrée dans les archives. Et c'était dur, mais c'est aussi tout l'enjeu de garder des séquences, en fait, vraiment d'analyse du film et de l'image, mais en ayant ce travail archivistique pour comprendre la genèse des films, pour comprendre la réception des films et pour les prendre aussi vraiment comme des produits culturels, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des œuvres d'art, mais et ça aussi tout un pan aussi des cultural studies, donc voilà, toute cette branche de l'histoire culturelle, de dire que chaque œuvre d'art est un événement historique et fait partie d'un processus historique, et donc y compris la réception d'une œuvre d'art fait partie voilà, de tout ce phénomène-là. Et donc, je ne voulais pas juste dire, voilà, Godard représente les événements. Bon, ça, voilà, l'idée du cinéma représentation, et évidemment, on le sait. Mais c'était dire, ces films en eux-mêmes sont des événements peut-être de guerre froide aussi. Oui, cette documentation, j'imagine qu'elle est très, 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 très conséquente. Et c'est une digression que je me permets. Il y a quand même une part d'émotion très forte par rapport à un cinéaste un certain cinéma. Et moi, ça m'intéresse aussi de savoir cette subjectivité vous concernant dans la manière de travailler cette documentation conséquente. Est-ce qu'elle a eu un poids aussi dans ce travail autour de cette période-là? Oui, je crois. Et effectivement, la première chose qu'on pense quand on s'intéresse à Godard et qu'on veut travailler sur lui, c'est presque un peu de la peur, parce que quand on voit la quantité de travaux qui ont été faits à son sujet, on peut se sentir un peu effrayé et se dire mais à quoi bon rajouter une pierre à l'édifice, il y a déjà beaucoup. Et en plus, vu que la décennie qui m'intéressait, c'est la décennie des années 60, je me disais mais il y a tellement de travaux à la fois biographiques, thématiques, des articles scientifiques, on a quantité de choses. Et donc au début, voilà, mon idée c'était d'essayer de tout baliser à peu près, pour ne pas redire forcément tout ce qui avait été dit, et savoir aussi de qui j'allais m'inspirer, qui j'allais pouvoir citer, donc essayer d'entrer un peu dans cette généalogie-là.
Et puis après, il y a aussi un moment où on s'autorise à pouvoir écrire sur le sujet, travailler sur le sujet, en se disant c'est pas grave si on n'a pas tout lu et on a le droit d'avoir un regard peut-être un peu plus naïf sur certaines choses. Et en plus, il y a un grand paradoxe avec Godard, c'est qu'il y a beaucoup de travaux sur lui, mais à la différence de Truffaut, par exemple, il n'y a pas de fonds d'archives Jean-Luc Godard. Oui. Et il a malmené ses archives, voilà, il s'en est beaucoup débarrassé. Donc, je pense que quand un cinéaste a fait ça aussi avec la mémoire de sa propre carrière, on peut s'autoriser à aller chercher les archives qui nous intéressent et essayer de reconstituer le puzzle, mais en sachant évidemment que voilà, on n'aura jamais tout. Mais contrairement à un Chabrol, à un Rivette ou bref, tous ces camarades, entre parenthèses, des cahiers du cinéma, est-ce que finalement, après avoir travaillé sur ce corpus-là, est-ce que selon vous, pardonnez-moi de vous mettre dans une situation de comparer des cinéastes entre eux, mais est-ce que Godard serait finalement celui, par le biais de par le prisme de ces trois films, celui qui a su, enfin, est-ce que par le prisme de ces trois films, ça vous a permis de renouveler l'approche historique de cette jeunesse pré-68? Alors, effectivement, si j'ai en tête là, la comparaison avec les autres cinéastes de la période, il y a quelque chose qui est dont la réception même est consciente, la réception contemporaine le perçoit dès que les films sortent. Un Chabrol, par exemple, au milieu de la décennie, est déjà dans autre chose et travaille des thématiques qui lui sont récurrentes. Et je crois est peut-être déjà est très sensible à des codes sociaux, mais a peut-être moins le travail sur l'actualité de manière vraiment sondée qu'aura Godard. Donc ça déjà, c'est peut-être une différence. C'est que Godard, il y a ce travail en fait réflexif très rapide. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a un événement ou quelque chose qu'il perçoit comme un changement, il y a volonté de l'incorporer au film. Truffaut, par exemple, est très différent. Truffaut qui a été beaucoup plus révolutionnaire que Godard dans sa pensée du cinéma lorsqu'ils étaient critiques, qui était vraiment de loin le plus polémique. Après, dans son travail filmique, on a souvent dit qu'il était plus classique, mais c'est qu'en fait, je pense qu'il s'installe plutôt dans des sujets, dans des problématiques, même dans des formes qui résistent au temps long, en fait. Et Godard, je crois que c'est cette particularité d'être toujours dans une actualité, un désir vraiment d'actualité très fort, très, très poussé. Et donc ça avait été déjà vu par les contemporains, ça a été perçu. Donc sur ça, j'entendais pas renouveler quelque chose. En revanche, ce que je tenais à dire, et je continue à travailler sur ça encore aujourd'hui, c'est de dire qu'on a peut-être surestimé la clarté politique de Godard. Ouais. Et c'est-à-dire qu'en fait, ça naît aussi d'une postérité qu'un auteur de cinéma et de toute l'image de l'auteur aussi qu'on peut avoir en France. Mais ces positions, même on le voit dans la réception, en fait, tout le monde analyse ce que disent ces personnages et on prend très au sérieux tout ce qu'il fait dire à ces différents héros. Et en fait, on peut aussi essayer de prendre du recul et se dire, mais à ce moment-là, voilà, il essaie. Il est en train d'essayer d'expérimenter des choses. Et même lui ne sait pas. Et c'est aussi pour ça qu'il a hérité d'ailleurs certaines revues comme Positif ou autres. Mais voilà, l'enjeu, c'était peut-être de désacraliser, même si évidemment, si je travaille sur lui, c'est qu'il y a des quantités de choses intéressantes à dire, mais de peut-être désacraliser son sérieux politique, en fait. Et dire, lui, il était acteur de la guerre froide en tant que personne aussi et contemporain qui vit cette période-là. Et donc, dans ses films, évidemment, il est touché par ça et ces films vont faire partie de ces phénomènes-là. Mais de là à dire, par exemple, ce qu'on avait beaucoup dit à l'époque, que la chinoise annonçait mai 68, non, c'est qu'il va dans des assemblées générales, il connaît ce milieu-là, donc il voit ce qui se passe et il montre ce qui se passe avec la satire, etc. Mais comme tous les autres, il ne pense pas que les événements de 68 vont arriver.
Ouais, ouais, c'est toujours, ouais, bien sûr. Ouais, oui. Exactement. Bah, restons sur les 3 films pour le Mmh. coup. Commençons par Pierrot le Fou. Oui. Comment on peut analyser les tensions dans ce film entre, ouais, vous en avez un peu parlé au début de l'émission, Mmh. entre lyrisme amoureux et violence politique dans le film? Alors c'est un vaste sujet parce que c'est vrai qu'à la différence justement de masculin-féminin, Ouais. dans lequel il y a vraiment une distance, d'analyse où en fait, les personnages qu'on regarde, on les regarde un peu comme des rats de laboratoire, et même leur rencontre amoureuse, elle est très intellectualisée, mais il y a beaucoup de distance. Dans Pierrot le Fou, on est dans un film où il y a du tragique et comme vous l'avez dit, il y a du lyrisme. Il y a vraiment, Mmh. une grande force lyrique du film, notamment avec le personnage de Ferdinand, Griffon. Et je crois que justement violence politique, lyrisme amoureux, il s'incarne en fait dans les 2 personnages. Et ça, Godard le fera souvent, ce traitement antithétique entre le personnage masculin et le personnage féminin. Et je crois que Ferdinand Griffon, il incarne quelque chose de cette volonté de lyrisme, sans vouloir dire qu'il va y arriver. Au contraire, je crois que le constat qui est fait, c'est qu'il y a une impossibilité en 1965 de vouloir vivre dans le lyrisme et dans la poésie comme le fait Ferdinand Griffon. D'accord. Et de l'autre côté, il y a Marianne, interprétée par Anna Karina. Et Marianne, elle, en plus, elle a ce lien avec des trafiquants d'armes. Il y a des meurtres dans son appartement. Elle dit quelque chose d'une action politique. Elle dit quelque chose d'une énergie aussi vitale. Et il y a cette scène connue, notamment sur l'île et sur la plage, avec cette opposition entre les sentiments et Mmh. les actes. Et je crois que les deux sont en fait dans deux registres différents. Et c'est aussi pour ça, pour moi, que le film se termine par la mort de Ferdinand Griffon. C'est une sorte de bilan pour dire que cette vie tragique, cette vie tragique poétique à l'écart de tout, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible et donc il y a cette mort, qui performée en fait, hein, jouée par Ferdinand, mise en scène et je crois que ça veut dire que si l'impossibilité de l'amour se voit et est aussi tragique dans Pierrot le Fou, c'est parce qu'aussi il y a une violence de l'époque, qui ne permet pas cette fuite en fait, hors de tout. Mais elle n'est pas possible, par rapport effectivement à ça, par rapport à l'époque, mais sinon Oui. pour Godard, est-ce qu'elle est possible? Ce lyrisme-là, Exactement, oui. alors je crois en fait, on sent avec Pierrot le Fou, qui a ces volontés esthétiques très fortes, même, voilà, là on retrouve des citations qui vont revenir dans sa carrière, Élie Faure, Rimbaud, Oui, oui. toutes ces personnalités qui hantent, ses films. Et je crois qu'en fait, pendant les années 60, après, il va essayer de s'en détacher parce que justement, il va vouloir fixer, sur cet, aspect événementiel et tout comprendre. Mais après, en fait, le lyrisme de Pierrot le Fou, je trouve qu'on le retrouve, par exemple, très fortement, dans ses films de montage comme Histoire du cinéma, par exemple. Ouais. Cette dimension, voilà, avec sa voix, qui commente en voix off les images d'archives, les images de films. Il y a quelque chose de très lyrique. Je pense par exemple à une séquence, des histoires du cinéma, La monnaie de l'absolu, quand il fait le bilan des cinémas européens qui ont échoué à parler de l'horreur, du génocide, à parler de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il attribue le mérite au cinéma italien avec Rome, ville ouverte. Et puis, voilà, après, il clôture cet épisode en parlant en voix off, en disant finalement une note d'espoir, mais le paradoxe du cinéma qui est mort, mais en fait, l'art ne mourra jamais. Mmh. Et là, je crois qu'il y a un lyrisme qui est très proche de celui de Ferdinand Griffon, effectivement. Donc, je pense aussi qu'il y a vraiment un contexte années 60 où l'époque n'était pas au tragique et au lyrisme, en art. Par Et exemple, oui, je vous en prie, pardon, excusez-moi. par Pardon. exemple Georges Perec, l'année avant Masculin et Féminin, il sort Les Choses. Mmh. Et Les Choses, il le sous-titre Histoire des années 60. Et c'est des approches quand même beaucoup plus froides, beaucoup plus distanciées dans le travail des personnages. Et je crois qu'il y a un contexte intellectuel aussi qui se prête plus à ça, finalement. Et je me permets une petite, parenthèse, mais très, Oui, très bien sûr. courte, parce que vous évoquiez la voix de Godard dans l'histoire du cinéma. Mmh. Si je peux me permettre, il y a aussi l'adjectif qualificatif de fatigué, voix aussi un peu fatiguée. Et Tout à fait. c'est un alors c'est très beau, c'est triste, Mmh. mais aussi c'est un rythme dans la mise en scène des histoires du cinéma et cette voix fatiguée, heu, Complètement, oui. régulièrement, ouais, ouais Et il y a un vrai travail qui est fait effectivement sur le souffle aussi. oui. Le souffle et voilà,
une voix, en fait, ouais, on dirait qu'il parle déjà depuis la mort, en fait, quand il parle à ce moment-là. D'outre-tombe, comme Et, Chateaubriand, oui, exactement. et Parce que je crois c'est qu'il le provoque à un moment. Ouais. et c'est très fort. Et en plus, je trouve que on sent aussi cette différence-là parce que il va s'autoriser cette voix-là que dans ces projets-là. Et sa voix, par exemple, dans les années 60, pour Bande à part, il commente aussi. Voilà, il fait office de narrateur qui commente les séquences. Et là, il a vraiment la voix qu'on lui connaît dans les premiers entretiens filmés, une voix plus fluette, plus dynamique, pas du tout sur le même registre. Masculin, féminin, on en a déjà, enfin, vous en avez un peu parlé. Si j'ai bien compris, c'est un film central. Enfin, selon vous, c'est un film central dans, dans une mise en scène des contradictions qui seraient idéologiques, culturelles de la jeunesse française, finalement, de cette Tout à période-là. fait, tout à fait. Je trouve que c'est en fait, voilà, c'est montré ou sous-entendu dans d'autres films, mais je trouve que dans celui-ci, le propos est absolument clair. Et il y a notamment ce carton très frappant, Les enfants de Marx et de Coca-Cola. Oui. Et c'est vrai que quand, voilà, le choix d'insérer ce carton-là, à l'écran, et après de présenter Paul, d'un côté, et Madeleine, de l'autre, et de travailler vraiment, voilà, l'opposition frontale entre ces 2 personnages. Et là encore, pour faire le lien avec Pierrot le Fou, l'impossibilité amoureuse qui découle de cette opposition. Je trouve que là, effectivement, il y a une opposition qui n'est pas que dans les goûts, dans le divertissement, mais qui est vraiment idéologique, en fait. Et même si Madeleine dit ne pas avoir, de connaissances sur le sujet, elle incarne, une certaine jeunesse influencée, en fait. Mmh. Et Paul aussi, mais très différemment. Et donc là, effectivement, je crois qu'encore une fois, oui, l'impossibilité du couple, elle est liée à ce contexte qui clive complètement cette jeunesse. Et en fait, qui rend les personnes sensibilisées peut-être, à la guerre du Vietnam, par exemple, comme Paul, qui les pousse petit à petit vers le militantisme, Mmh. qui est un sujet, en fait, qui va être un sujet de sensibilisation de la décennie, hein. Et à l'inverse, voilà, les personnes comme Madeleine vont plus être poussées vers une société du spectacle, du loisir, attirées par ce que promet aussi cette société-là. Et d'ailleurs, effectivement, sur cette question de sensibilisation, je crois que c'est dans le masculin-féminin qu'on se rend vraiment compte que le Vietnam, ça devient, voilà, ça va rassembler une jeunesse, cette cause-là. Et c'est intéressant parce que le film, il est au milieu des années 60. On se souvient plus des mouvements pour la paix années 70. Et en fait, je trouve que dès ce moment-là, on sent que ça va structurer toute une jeunesse. Et il me semble que c'est Michel Vinocq d'ailleurs qui dit que c'est une cause d'identification, le Vietnam. Mmh. Et il y a vraiment de ça. Et Godard, en plus, je pense que si voilà, quand on étudie sa biographie et sa carrière, il a ce regret de ne pas avoir été informé vraiment des crimes de la Seconde Guerre mondiale, et il l'exprime très fréquemment. Ensuite, il y a la guerre d'Algérie dont il va vouloir parler dans Le Petit Soldat, Ouais. mais il va le faire avec toute la maladresse et toute l'ambiguïté du traitement qu'on voit dans le film. Et je crois que c'est avec le Vietnam qu'il va se découvrir politiquement. Ça va être le conflit qui va être pour lui une source justement d'identification, en fait. Mais dans Le Petit Soldat, c'est vrai que c'est le fait d'utiliser, le fait que le point de vue vienne de quelqu'un qui vient plus ou moins, enfin, qui vient de l'OAS. Mmh. Mais déjà enfin, c'est pas encore dans ce film que politiquement il sait où il va, où il sait où il se trouve, Godard? Alors, c'est vrai que si on travaille rétrospectivement, toute la décennie, on peut dire que dans Le Petit Soldat, il y a des traces d'une pensée godardienne, justement sur la question de l'actualité, par exemple. Mmh. Vouloir, montrer la torture alors qu'elle n'était pas montrée, et même lui, dans la manière dont il s'est défendu face à la censure, de dire: «Je fais le seul film actuel qui parle du sujet. Donc je peux dire ce que je veux vu que je suis le seul à faire un film sur le sujet». Donc il y a cette sorte aussi de prétention, hein, liée à l'idée qu'on en parle, c'est tout ce qui compte. Mais je pense que s'il avait fait ce film à la fin des années 60, par exemple,
il n'aurait pas montré des membres du FLN en train de torturer. Je Oui, pense je qu'il vois. aurait fait le choix inverse. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fâché aussi les différents groupes. Mais, et lui s'en est défendu bien plus tard en disant que s'il avait montré le FLN en train de torturer, c'est parce que pour beaucoup, le FLN était plus sympathique à cette époque-là. Et donc, il voulait les mettre dans la mauvaise position. Mais je crois que Godard, fin années 60, il aurait plutôt montré la torture d'État, par exemple. Mmh. Alors que là, on parle de groupuscules l'un face à l'autre, mais on ne parle pas du fait qu'il y a un État qui pratique la torture. Et ça, je pense qu'il aurait peut-être fait plus tardivement. Et d'ailleurs, l'Algérie va revenir dans Pierrot le Fou, par exemple, hein, et ça a été censuré. Les dialogues ont été coupés, mais quand Ferdinand se fait torturer dans la baignoire, les premières lignes qui étaient prévues, c'était de dire on va faire comme en Algérie. Ouais. Et après, on a appris ça au service militaire. Donc là, il y avait déjà un cap qui était passé de dire que c'était l'armée impliquée. Alors, pour revenir un peu à, enfin, on l'a pas quitté non plus, j'allais dire, pour revenir à Pierrot le Fou, masculin et la chinoise, mais on les a pas quittés. Quels sont les ressorts esthétiques, narratifs que Godard va mobiliser pour parler, comme vous l'avez dit, de cette jeunesse, de ce désenchantement, ce romantisme révolutionnaire? Ce serait quoi ces ressorts donc? Alors, c'est très différent de film en film. Mmh. Pierrot le Fou, je crois que le parti pris. Alors déjà, il y a la couleur dans Pierrot le Fou qui est assez folle, le traitement des couleurs. Son utilisation aussi des filtres de couleurs, la scène de soirée mondaine, par exemple, chez Monsieur et Madame Expresso, ou alors la scène en voiture et le jeu sur les lumières, en fait, sur le pare-brise. Ça, c'est assez fort, je trouve, mais le plus important, je pense que c'est le travail de collage. Il y a déjà eu chez Godard cette idée, voilà, très vite, hein, même dans ses premiers courts-métrages, d'insérer de l'image fixe, par exemple, d'avoir un gros plan sur une carte postale ou sur une page de journal. Là, dans Pierrot le Fou, on a une autorisation, vraiment, enfin une libération, à la fois d'avoir toutes ces couleurs primaires qui prolifèrent et d'avoir ce collage à l'image où on passe de la peinture à de la bande dessinée, où on joue aussi avec les mots, SO, ça devient SS, voilà, toutes ces choses-là. Ouais. Ça, je trouve que c'est ce qu'on retient de Pierrot le Fou. Et en termes de choix de décor, je trouve que dans Pierrot le Fou, il y a aussi ce choix donc de paysage et de tourner en décor réel, mais c'est plus le décor urbain auquel on est habitué, c'est le bord de mer. Et ça dit beaucoup quelque chose de ce désir de fuite qui est impossible, justement. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi de cette lumière très forte du soleil, du travail du bleu de la mer. Et si on met en relation, par exemple, avec la violence et le sang qui est très rouge, qui est très artificiel, voilà, il y a cette composition chromatique qui est très intéressante. Et d'ailleurs, beaucoup vont rapprocher Georges Sadoul, par exemple, ou même Aragon, Godard du pop art avec ce film. Le travail qui est fait aussi sur les objets de consommation qui sont rendus esthétiques. Mais là, on pourrait dire que c'est un pop art qui est vraiment très politique, qui D'accord. entre dans autre chose. Ensuite, avec masculin féminin, là, au contraire, je trouve que c'est un film qui est plus aride. Voilà, bon, il y a le retour au noir et blanc. C'est le seul film de la décennie dans lequel ce n'est pas Raoul Coutard qui est choisi comme chef opérateur. C'est Willy Current qui n'a quand même pas le même travail de l'image, je trouve, et le même travail des lumières. Donc c'est un pari qui est plus grisonnant. Et puis là, peut-être que si on devait retenir quelque chose, un parti pris esthétique du film qui est fort, je pense que c'est le travail de plans très resserrés sur les visages pour les scènes de dialogue ou les scènes d'entretien, qui dit quelque chose aussi de cette volonté sociologique d'aller sonder une opinion en se rapprochant comme ça du visage. Et je trouve que la scène marquante à ce titre, c'est la scène en fait de dialogue dans les toilettes entre Madeleine et Paul lorsqu'ils prévoient un premier rendez-vous. Ça peut même rappeler d'ailleurs Romer dans certaines manières de filmer le dialogue, mais cette Mmh. idée qu'on filme par exemple le visage de celui qui reçoit la parole et pas de celui qui est en train de parler. Et on filme le temps d'attente, par exemple Paul qui attend une réponse de Madeleine, qui jette une cigarette, toute cette gestuelle en fait finalement qui nous permet d'analyser les personnages. Donc voilà, et donc pour terminer sur cette question, après la chinoise, c'est un joli composé finalement des deux parce qu'on retrouve cette idée d'insérer du journal, d'insérer de la peinture, d'utiliser d'autres éléments artistiques
Et il y a les entretiens face caméra, qui sont comme des interviews, en fait, des personnages. Mais pour la chinoise, je pense que là où voilà, l'élément esthétique très intéressant, c'est de montrer l'arrière-plan du tournage et d'avoir l'impression qu'on est en permanence dans le tournage avec le fait de montrer la caméra, de montrer le clap, de montrer chef opérateur. Ça je trouve que c'est un point intéressant. Et le dernier élément esthétique pour moi qui est le plus fort, qui rassemble la chinoise et Pierrot le Fou, mais qui exclut masculin-féminin, c'est peut-être l'aspect artisanal et théâtral de certaines scènes. L'idée que les personnages, comme quand Ferdinand Magellan joue le Vietnam, et comme quand dans la chinoise on joue aussi la guerre du Vietnam, il y a vraiment ces petites scénettes qui sont des performances artistiques en fait, qui montrent quelque chose de très artisanal par le maquillage. On joue avec des allumettes, on utilise tous les objets qu'on a sous la main. Et ça, je trouve que c'est vraiment intégré de la théâtralité au film. Et il y a toutes ces petites digressions qui sont assez intéressantes, qui montrent aussi, pour Godard, je pense, hein, que le cinéma, s'il veut se faire plus politique, doit aussi repenser ses formes. Donc, parler de la guerre du Vietnam, ça ne va pas être de manière épique avec le film de guerre, mais on va le transformer en scénette très caricaturale. Hein. Bah, c'est comme vous dites, c'est que la chinoise, c'est à la fois ce que vous dites, à la fois un film maoïste dans sa forme, mais critique le maoïsme dans son fond. Et c'est ce qui fait que le film n'est pas un cinéma militant, comme vous le dites, c'est plutôt une satire idéologique. C'est entre les, enfin c'est très difficile de le dire. On a de la satire et d'un côté, on sait biographiquement que Godard à ce moment-là est profondément intéressé par le maoïsme. Et en fait, la suite, ça qui est aussi étonnant, c'est que quand on voit la suite de sa carrière, voilà, ses idées, enfin, il va vraiment être plus qu'intéressé par le maoïsme. Il va vouloir le défendre. Il a voulu que le film soit montré aussi en Chine. C'était quelque chose de très important pour lui. Mais voilà, pour éviter de tomber justement dans le risque téléologique de se dire « Ah, après, il a fait du cinéma militant, donc qui était déjà à ce moment-là », je pense qu'on peut rester en cet entre-deux et de voir qu'il a encore en 67 la liberté d'être très satirique. Mais il y a aussi le fait que dans cette espèce de position de surplomb idéologique, il y a le fait qu'il critique autant les institutions de droite que les dogmatismes de gauche. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est d'ailleurs ça a été assez finalement permanent dans sa carrière. Parce que même s'il va faire des ciné-tracts en 68 et même avec le collectif Dziga Vertov, je pense qu'il y a vraiment une difficulté d'appartenir à un mouvement. D'ailleurs, il va être très proche de Chris Marker pendant les ciné-tracts. Il participe à Loin du Vietnam en 67. Et après, toute l'initiative de Sloan, donc de coopérative, etc., il va très vite s'en sortir, en fait. Donc, il y a vraiment, je pense, un profond individualisme aussi de sa part. Pas forcément dans le sens péjoratif aussi, hein, mais voilà, une difficulté à faire partie d'un collectif. Et d'où le fait que son rapport avec le communisme est très difficile sur toute la période. Mais oui, et c'est pour ça que, alors pardon, là je sens que je vais me faire attaquer par tous les fous de Godard, et comme moi, mais j'aime bien l'idée, je suis pas un grand fan du film que je vais nommer, hein, Le Redoutable, hein, d'Hazanavicius, mais c'est très intéressant, Le Redoutable, pour le coup. Ne saurais pas, il y a la séquence finale où on voit qu'il est complètement perdu dans cette collectivité, et qui finalement, lui, c'est le cinéma qui l'intéresse. Mais il y a des petits moments comme ça qui, comment dire, qui illustrerait finalement un peu comment était Godard dans le quotidien par rapport à ça. C'est intéressant, ça on peut y penser. Mais c'est vrai que j'avoue que je vous rejoins un peu sur Le Redoutable, et je sais que en général, les gens qui aiment Godard détestent Le Redoutable. Mais c'est vrai que moi, je trouve que le film... en fait, ce que j'ai aimé dans Le Redoutable, c'est qu'il ne prend pas Godard au sérieux. C'est ce que vous dites dans le livre. Ça, c'est quelque chose. Voilà, exactement. Et il y a cette dimension aussi. Je trouve que en fait, je trouve que Hazanavicius traite Godard de manière satirique, comme Godard a traité lui-même les maoïstes, par exemple. Et en fait, oui, on le voit dans ses obsessions et dans ses lubies, mais je trouve que quand on lit des témoignages de collaborateurs de Godard ou de proches de Godard, on retrouve quand même aussi ça. Donc voilà, l'idée, c'était pas de faire un film biographique sérieux, c'est pas ça la dimension, mais je trouve qu'il y a une certaine vérité
dans justement ce que c'est que la satire aussi de ces années-là et de cette période d'engagement. Comme on ne peut pas malheureusement parler de tout ce qu'il y a dans le livre, et d'ailleurs je répète et je rappelle que dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur la page dédiée du livre sur le site L'Harmattan. Je rappelle, Jean-Luc Godard, cinéaste de la guerre froide entre 65 et 67. Vous travaillez sur un corpus de 3 films, entre parenthèses, sous influence. Je rappelle, Pierrot le Fou en 65, Masculin Féminin en 66 et La Chinoise en 67. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la réception, de la diffusion de tout cela. Et j'avais noté, comme la réception internationale de Godard à cette époque, est-ce que cette réception révèle finalement des contrastes très forts? Alors, c'est une question qui est assez difficile et malheureusement, le temps de travail que j'ai eu pour ce livre n'a pas permis d'aller voir évidemment d'avoir accès aux archives internationales. Et c'est un travail que j'essaie de continuer aujourd'hui, mais effectivement, avec les quelques données qu'on peut avoir, c'est assez divers. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à La Chinoise. Quand il sort La Chinoise, Godard va faire par la suite, en 68, une tournée des universités américaines. Et là, il va être accueilli en idole. C'est-à-dire qu'il va venir présenter son film et d'autres films, et il va être acclamé comme le cinéaste militant, comme le cinéaste de la gauche radicale. Et alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, ces films ont toujours été distribués dans les festivals. Bon, ça restait c'était des publics assez restreints, mais des publics qui connaissaient le cinéma européen et qui étaient assez familiers avec ce cinéma-là. Mais il a été très pris au sérieux, je trouve, par toute une gauche américaine qui avait besoin d'avoir ce genre de récit, ce genre de regard sur les États-Unis, peut-être. La difficulté, en revanche, c'est de savoir comment les films ont été reçus. Par exemple, pour la Chine ou la Russie. Ça, c'est très difficile de savoir. Godard raconte que quand il sort La Chinoise, par exemple, il se voit refuser son visa chinois, alors qu'il voulait se rendre en Chine pour faire des projections du film. Alors le problème, ça, c'est que c'est Godard qui le raconte, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, le film a pas été très bien reçu. Il a été montré à des officiels chinois, a pas été très bien reçu. Mais parce qu'effectivement, le film n'était pas du tout. Franchement, la dimension satirique du film ne pouvait pas du tout plaire à l'institution et aux personnes qui sont au niveau de l'État et du gouvernement. Et pareil je crois pour la Russie aussi, c'est un peu le même problème qui se pose. Quand on voit ce qui est prôné artistiquement et cinématographiquement, Godard n'entre pas du tout dans ces grilles de lecture-là. Et donc il y a vraiment ce décalage, je pense, entre la réception des gouvernements internationaux, des institutions, et la réception des populations. Et ça pose la question aussi de comment le film a pu être distribué. En Chine, il n'a pas été distribué. Mais voilà, par exemple, c'est frappant au Japon, et c'est Oshima qui en parle très bien. Il trouvait Godard très suspect politiquement jusqu'à la fin des années 60. Et il dit dans un entretien pour les Cahiers du cinéma qu'à ce moment-là, il se dit enfin, il découvre ce que c'est la politique et il devient militant. Mais donc voilà, en fait c'est pareil qu'au niveau national. Pour certains, ça a été trop lent et trop hésitant. Et pour certains universitaires, étudiants américains, c'était libérateur de voir ces films. J'ai une dernière question. Je rappelle encore Jean-Luc Godard, cinéaste de la guerre froide 65-67, 3 films sous influence. J'ai une dernière question. Là, on sort effectivement de la période, ma question, mais en même temps, il y a une connexion. Selon vous, quelle actualité peut encore revêtir l'œuvre de Godard aujourd'hui, par exemple, notamment pour penser l'engagement politique, par exemple dans l'art contemporain ou dans autre chose? Ce serait quel genre d'actualité aujourd'hui? Alors, vous voulez dire c'est-à-dire trouver dans les films de Godard ce qui pourrait nous parler à notre actualité propre? Oui, c'est ça, exactement. Pardonnez-moi d'avoir été. En termes d'événements politiques ou de pratiques esthétiques D'événements, de tout, quoi, exactement, oui, pas comme dans le livre, voilà, c'est ça.
Ben, je me pose beaucoup la question en ce moment parce que donc je continue mon travail en thèse sur d'autres films, pas que sur ces trois-là, mais c'est une question que je me pose. Et il y a une dimension très forte qui m'intéresse, qui est le burlesque chez Godard, Oui. qu'on retrouve dans Pierrot le Fou, qu'on retrouve dans La Chinoise, bon, pas moins dans Masculin Féminin, mais notamment avec les scénettes théâtrales qu'on a évoquées. Et je trouve que cette manière d'aborder l'actualité politique par quelque chose de très burlesque, de très du corps de l'acteur qui gesticule, de quelque chose de comique en fait. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant et utile à l'image hein, de voir ça. Et c'est un travail qui, je pense, peut continuer d'être source d'intérêt pour nous. Cette idée qu'on a un événement d'actualité politique qui est lourd, comment bien le traiter, quelle capacité on a à le traiter, quelle légitimité on a à le traiter, et passer justement par ce burlesque et même mettre à distance le public, hein, comme il le fait en montrant la guerre, mais avec des attributs très de briques et de broc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une démarche qui pourrait être intéressante. Parce qu'on est, en fait, on reçoit des discours voilà, journalistiques, médiatiques, on a toutes ces informations-là. Et je trouve qu'à un moment, avoir la posture de se décaler et de regarder ça en osant y mettre peut-être de la satire, en osant y mettre du comique, en osant rendre le conflit ridicule aussi, c'est très pacifiste finalement de faire ça. Et oui, pardon. Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Non, mais en fait, est-ce que le burlesque, vous parlez du corps de l'acteur, du burlesque, Oui. est-ce que ça passe aussi sans le côté nietzschéen de la chose, bien évidemment, hein, mais par une espèce comment dire, parce que Godard était connu aussi pour être quelqu'un d'extrêmement agile. Est-ce que ça passe aussi, et il a utilisé cette agilité dans certains de ses films, donc par le côté un peu sportif, un peu. Je dis ça parce que je pense à une émission d'année Microfilm où je ne sais plus c'était pour quel film exactement de Godard. Je ne sais plus, il faudra vérifier. Où la première question que pose Danet à Godard, c'est est-ce que tu es en bonne forme? Est-ce que tu as la santé? Et Godard parle de ça. Des cascades, de ce qu'il pouvait faire fut un temps et tout. Et ça peut-être rejoindre aussi ce rythme pour pouvoir questionner la guerre, pour le coup, la politique, ou je ne sais pas. Tout à fait. Je pense à un film là en particulier, donc dans sa période militante cette fois-ci, c'est Vladimir et Rosa. Et dans Vladimir et Rosa, donc il est avec Jean-Pierre Gorin et ils sont sur un cours de tennis. Et Godard était un grand amateur de tennis, et donc ils se prennent des balles et ils font une sorte d'entretien très burlesque, encore une fois, et très parodique. Et je trouve que cette séquence, elle est intéressante parce qu'il y a aussi le geste il sait la position qu'il a en tant qu'auteur, il sait ce qu'il incarne pour un certain cinéma, et donc de se tourner en autodérision, ce qu'il fera aussi dans Prénom Carmen avec l'oncle Jean. Exactement. Ça, je trouve que c'est un geste qui peut être intéressant. Et je trouve qu'il y a aussi, en plus en ce moment, on est dans plein de questionnements sur justement l'impact de cette figure de l'auteur, la place du collectif au cinéma, comment interroger ça. Et l'idée aussi que peut-être les cinéastes pourraient se mettre plus en scène eux-mêmes en se ridiculisant. Peut-être que ça pourrait alléger ces questions-là et permettre de les traiter différemment. Jean-Luc Godard, cinéaste de la guerre froide, 65-67, 3 films sous influence, édité chez L'Harmattan. Merci beaucoup Iris, en tout cas, de nous avoir... d'être revenu un peu sur le livre pendant plus de 40 minutes. Et je précise bien que dans le descriptif, il y a le lien qui renvoie à la page dédiée du livre sur le site de L'Harmattan. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie, c'était passionnant. Merci beaucoup. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.